À la une de l'actualité, le rapport des Assises nationales a été officiellement remis aujourd'hui au chef de l'État Assimi Goïta, un document d'une 60aine de pages avec en ligne de mire les recommandations. Le président de la transition a félicité toutes les équipes qui ont participé à la réussite de la dite rencontre. Le marché malien est bien approvisionné et les stocks disponibles rassurent, constat fait par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a effectué une visite cet après-midi dans les entrepôts de l'OPAM et des grands importateurs. Ce soir, nous vous amenons au cœur du théâtre centre de l'opération Maliko dans la région de Mopti, dans le camp militaire de Sévaré. Plus d'une centaine de militaires sont en formation et entraînement pour faire face aux défis sécuritaires dans la zone. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. À l'ouverture de ce journal, remise officielle du rapport des Assises nationales au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était ce matin à Koulouba, un document d'une 60aine de pages qui fait état des objectifs de ce grand rendez-vous des Maliens, de son organisation et de son déroulement, et le déroulement des travaux avec en ligne de mire les recommandations. L'on retient la nécessité de réformes institutionnelles et la question de défense. Le chef de l'État a félicité toutes les équipes qui ont participé à la réussite de la dite rencontre et a informé qu'un comité national de suivi et évaluation sera mis en place pour la conduite du processus. On en sait plus avec Serra Batili. La preuve matérielle des réformes souhaitées par les Maliens, le rapport des Assises nationales de la refondation est officiellement remis ici au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La suite est connue. Il s'agit de veiller à la mise en œuvre des recommandations de ces assises. Après écoute et propositions des Maliens, c'est le moment de la restitution. Les responsables commis à cette tâche l'appellent le temps du bilan. Ce rapport détaille les structures de mise en œuvre et la méthodologie utilisée pour aboutir aux résultats escomptés. Il fait une fine analyse statistique et qualitative des données recueillies sur le terrain. Il ne manque pas de souligner les difficultés rencontrées, notamment face à l'engouement, j'allais dire à l'enthousiasme et à la surparticipation des populations, ainsi que leurs conséquences sur la gestion budgétaire. Enfin, ce rapport fait une suggestion de comité de suivi et évaluation afin que les idées lumineuses qui ont été émises au cours des débats, les suggestions qui ont été formulées et les propositions pertinentes de refondation qui ont été faites tout au long du processus soient traduites en action. Ce document de 62 pages rappelle les objectifs des Assises nationales de la refondation, les résultats attendus dès le début, la manière dont les travaux ont été organisés, leur tenue à tous les niveaux pour en venir aux recommandations. Recommandations qui font ressortir la nécessité des réformes institutionnelles, les questions de défense et de géopolitique et une diplomatie de crise. Ce grand forum inclusif et participatif avait été voulu par notre peuple pour se donner une orientation claire en vue des réformes nécessaires à la refondation de notre État. Je voudrais donc à cette occasion exprimer toute ma joie et aussi ma fierté de recevoir aujourd'hui des mains du président du panel des hautes personnalités le rapport final de cette importante rencontre nationale qui certainement marquera l'avenir de notre nation. Une fois de plus, il est important de rappeler que les Assises nationales de la refondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance de notre pays qui s'est finalement trouvé dans une situation politique et sécuritaire extrêmement critique. En réalité, il était apparu clairement que c'est le logiciel même du système de gouvernance de l'État qu'il fallait changer. Terrain de réforme balisé donc, mais les embûches plantent déjà avec les sanctions de la CEDEAO et la réaction de certains partenaires aux conclusions des ANR. Mais le dialogue demeure. Les autorités rassurent tout de même quant aux stratégies pour sortir le Mali de ce gouffre. Nous n'avons jamais cessé d'expliquer la complexité de la situation actuelle de notre pays, plongé dans une crise profonde dont les causes de diverses natures s'entremêlent. Malheureusement, les prises de position de certains de nos partenaires
et les sanctions imposées par l'UEMOA et la CEDEAO montrent que le peuple malien n'est toujours pas compris dans sa volonté d'instauration d'un nouvel ordre socio-politique à même d'assurer sa sécurité et son développement. Doit-on continuer à administrer les mêmes remèdes à un malade sans diagnostic minutieux? Assurément non. En tout état de cause, les autorités de la transition sont engagées, conformément à la volonté majoritairement exprimée par notre peuple, à créer des conditions de réformes indispensables pour permettre la mise en place d'institutions légitimes et crédibles. Le chef de l'État de poursuivre avec les félicitations des membres du panel de haute personnalité et ceux de la Commission nationale d'organisation pour la qualité du travail. Au peuple du Mali, le colonel Assimi Goïta dit merci pour le dévouement dans l'orientation du devenir de la nation. Et pour concrétiser tout cela, il promet. Pour la conduite de ce processus, un cadre institutionnel sera mis en place à travers un comité national de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de refondation. Le peuple malien se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de sa longue marche vers sa véritable souveraineté. Pour y arriver, le génie collectif du peuple malien et son engagement sans faille seront les gages de notre succès. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Une conviction qui a ses racines dans le patriotisme. En tout cas, les Maliens l'ont prouvé lors de ces assises nationales de la refondation à travers leur participation. Ils étaient 77 800 à se prononcer sur les retouches à apporter à la gouvernance. Le docteur Choguel Koukala Maïga, lui, a reçu en audience une délégation des exploitants de l'Office du Niger de la zone de Massina et Nyono. Des doléances comme la redevance eau, la hausse du prix de l'engrais ont été soulignées au chef de gouvernement. Le point avec Boubacar Bablin-Touré. À la rencontre du Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga, les représentants des exploitants de l'Office du Niger, zone Massina et Nyono. Ils sont venus poser des doléances au chef du gouvernement relatives à un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il y a le problème du barrage de Markala. Si on parle de l'Office du Niger, ça c'est le barrage de Markala. Deuxième point, ça c'est les difficultés que nous avons eues avec l'insécurité dans le cercle de Nyono et Massina. Cette insécurité a occasionné des champs non cultivés, non moissonnés, non battus. Des matériels, motoculteurs, batteuses, détruits et emportés. Et avec tous ces problèmes, les exploitants n'ont plus de moyens pour payer la redevance eau. Ça fait partie des doléances qui lui ont été présentées. Troisième difficulté, ça c'est l'engrais. En réponse à ces requêtes, le Premier ministre rassure ses hôtes du jour. J'ai apprécié votre démarche. Dans la région de Ségou, dans le cercle de Nyono particulièrement, et partout au Mali, la priorité numéro 1, c'est la sécurité. Le deuxième problème que vous avez posé, c'est la question des réparations sur le barrage de Markala. Effectivement, ça fait plus de 10 ans. Ce problème aussi, depuis ma dernière visite dans la région de Ségou, un compte-rendu a été fait au président de la transition, qui a donné des instructions fermes pour que les fonds nécessaires de 3,5 milliards soient débloqués, ils sont débloqués et disponibles pour faire les réparations sur le barrage de Markala. Ceux qui ont travaillé, on a brûlé leurs récoltes. Ceux qui sont allés cultiver, on a tué certains. Alors que les redevances doivent être payées. Donc, nous comprenons très bien que vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas les moyens de payer les redevances. Il faut que l'État se substitue aux paysans comme bon père de famille. C'est ça que vous demandez. Cette demande sera soumise à qui de droit? Au dire du chef de la délégation, ils ont trouvé un interlocuteur sensible à leurs doléances et s'engagent à leur tour à faire face à la mission à eux confiée, celle de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Et du côté du CNT, le colonel Malik Diaw a reçu cet après-midi une délégation de la société civile sénégalaise. Elle est venue apporter son soutien aux autorités de la transition. Écoutons le porte-parole de la délégation à sa sortie d'audience au micro de Mamadou Fani. On peut proclamer la solidarité dans des discours,
Mais je crois que nos frères maliens attendent un peu plus. Et pour pouvoir nous élaborer une stratégie qui accompagne la lutte du peuple malien, nous avons besoin de parler aux autorités, aux membres du Parlement, aux organisations de la société civile, pour voir quelles sont leurs attentes, ce qu'on peut faire et rentrer au Sénégal, s'organiser pour lutter ensemble contre les sanctions illégales imposées par la CEDEAO, contre l'ingérence intempestive de l'État français dans nos affaires intérieures et contribuer peut-être intellectuellement à la réflexion sur le Mali, sur l'intégration régionale et sur le futur de nos pays. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite dans les entrepôts de l'OPAM et des grands importateurs. Constat, le marché est bien approvisionné, les stocks disponibles à ce jour rassurent. Visite suivie par Tamsir Diabaté. Un mois après l'embargo imposé au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA, le constat en termes d'approvisionnement en denrées alimentaires est rassurant. Rassurant, oui, parce que des centaines de tonnes de riz, de sucre, d'huile, du lait sont disponibles. Justement, dans certains entrepôts, il y a plus de 40 000 tonnes de riz. Pour certains opérateurs économiques comme Modibo Keïta, président, directeur général du GDSM, pas d'inquiétude quant à l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Il n'y a pas de rupture de stock, vous voyez tous les stocks, il y a même des poussières dessus. Quand on parle de rupture, on ne peut pas parler de sucre avec poussière. C'est-à-dire les gens parlent comme ça. C'est notre travail, on est obligé de le faire. On va tout faire de se battre pour que le sucre et le riz viennent abondamment. On n'a pas d'autre solution. C'est notre travail, on est obligé de le faire. Ce petit temps de flottement seulement qui a posé des problèmes. Sinon, il n'y a jamais eu de problème. Il y a le sucre abondamment, il n'y a pas de problème. Comme vous venez de le constater, nous avons suffisamment de stocks disponibles pour ravitailler le territoire national. Aussi, notre soutien ne fera jamais défaut auprès de nos autorités compétentes. Comme nous l'avons affirmé la dernière fois, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est effectif. On est en plein acheminement de nos marchandises. Et Dieu merci, avec l'aide du gouvernement, on n'a aucun problème pour l'approvisionner les produits en sucre, en riz et tous les matériels, produits de première nécessité. Et pour faire face à la hausse des prix en cas de rupture des stocks, le gouvernement rassure. Des stocks de sécurité nationale sont disponibles dans les entrepôts de l'Office des produits agricoles du Mali au PAM. Tous les magasins sont presque bondés et les camions même sont pleins. Et vraiment, il n'y a aucune crainte à ce niveau en termes d'approvisionnement, de disponibilité et des prix des produits de première nécessité. Et ça, j'étais comblé de voir que les opérateurs économiques, mais aussi les magasins de l'OPAM, ont vraiment garanti l'approvisionnement du pays et la disponibilité, surtout l'accessibilité de ces produits aux consommateurs. Ainsi, le ministre en charge du commerce appelle au calme et à la sérénité. À la population d'abord de garder le calme, la sérénité. Parce que le gouvernement a pris des dispositions depuis un certain temps pour essayer de combler même le déficit en termes d'approvisionnement du pays, c'est les denrées de première nécessité. Aujourd'hui, ces denrées sont là. Elles sont accessibles, comme toutes les bonnes années. Et nous donnons des prix mieux que beaucoup d'autres pays qui ne sont pas sous embargo. Il n'y a aucune raison qui justifie une augmentation des prix. Et pour les prix des produits que nous subventionnons, il n'y a pas d'augmentation du tout. Et les brigades sont en train de travailler nuit et jour pour assurer que le respect de ces prix soit dans les différents magasins et les boutiques. Et la DGCC est en train de faire de son maximum pour assurer. Au cours de cette visite, les opérateurs économiques ont manifesté la volonté d'accompagner les autorités de la transition. Nous soutenons les efforts des autorités de la transition et nous restons debout et déterminés pour la patrie. Une déclaration faite par le président de l'Association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne lors d'un meeting tenu cet après-midi au Grand Marché de Bamako. Pour plus de détails, écoutons Ousmane Diallo, vice-président de l'association, au micro de Fousseni Tunkara. Ces meetings-là, nous avons organisé pour montrer notre phase par rapport à l'État. Ce que nous prenons pour soutenir l'État, c'est pour montrer à l'opinion malienne et internationale que notre
façon de soutenir la transition. On est dans ce sens-là. On est dans l'embargo depuis 2019. Avec la Covid et l'insécurité totale, même ça c'est un embargo total. Parce que c'est un problème psychologique là, qui nous est en train de nous faire gêner. Parce que les gens qui quittent les régions là, pour venir à Bamako ici, ils ne venaient pas. Déjà ça c'est un embargo qui était là parce qu'on avait la mévente même dans le marché. Ça c'était un embargo à notre niveau. C'est une obligation morale de soutenir la transition. Parce qu'à mon avis, il n'y avait pas un pays. Même les régions là, il n'y avait pas une autorité. On ne peut pas se développer dans l'insécurité. Bon, la personne qui amène la sécurité là, nous on ne fait que de les soutenir. Et j'invite aussi les partis et les associations aussi de sursoir à leur mot d'ordre de grève là, qu'on s'associe là pour défendre l'intégrité même territoriale même de ces pays là, qui est plus important que nous tous. À Ménaka, 400 ménages viennent de bénéficier des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Commentaire Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. C'est avec enthousiasme que les populations de Ménaka ont accueilli la délégation de la présidence du... Nous vous chargeons de transmettre à son Excellence le président de la transition que nous sommes solidaires et nous supportons son action. 400 ménages des 4 cercles de la région de Ménaka ont bénéficié de cet appui du président de la transition. Il a voulu faire cette contribution en direction de toutes les personnes les plus vulnérables dans chaque cercle du Mali. C'est aussi pour dire qu'il pense à tous les Maliens, partout où ils sont et quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est un geste de solidarité du président de la transition. On remercie beaucoup la région de Ménaka pour sa mobilisation et pour son soutien à la transition. Certes, le Mali traverse présentement une turbulence, mais on prie le bon Dieu pour qu'on se relève, pour que les Maliens se comprennent et pour qu'on arrive à avoir une transition paisible. La matérialisation des œuvres sociales du président Assimi Goïta a été saluée par les bénéficiaires et les autorités de la région. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir cette délégation qui nous a fait un geste des familles, qui a pensé à la population de Ménaka pour soutenir les familles vulnérables du cercle de Ménaka. Je les charge de bien vouloir transmettre à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, les salutations les plus sincères de l'ensemble de la population de notre jeune région. Ce sont environ 60 tonnes de kits alimentaires qui ont été distribués aux populations de la région de Ménaka, ce qui donne espoir à ces 400 ménages qui ont bénéficié de cet accompagnement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Inauguration ce matin d'un nouveau commissariat de police à Sirakoro-Méguétana. Cette nouvelle unité a coûté 180 millions de francs CFA financés par le budget national. Le compte-rendu de Modibo Mariko. Un palier de plus de franchi dans la sécurisation de Sirakoro-Méguétana. Ce nouveau commissariat, inauguré par les ministres de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, est bâti sur une superficie de 5476 m². Il offre ainsi un cadre de travail des plus beaux avec toutes les communautés aux agents de police. Cette nouvelle unité de police, entièrement construite sur fonds propres du budget de l'État, constitue une réponse déterminante du gouvernement de la transition à la demande de notabilité et des populations de Sirakoro-Méguétana. Elle va permettre d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. D'un coût total de 180 millions de francs CFA, cette nouvelle infrastructure dans la carte sécuritaire de Bamako offre tous les services d'un commissariat classique, toutes choses qui permettront de répondre aux besoins sécuritaires d'une ville à urbanisation galopante comme Bamako. Notre devoir en tant qu'autorité en charge de la sécurité est d'apporter des réponses à hauteur de souhait à cette grande aspiration de la population. La création et l'opérationnalisation de cette unité en ce moment s'inscrivent dans la dynamique enclenchée par le gouvernement de transition sous le leadership du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a décidé de mettre la sécurité au cœur de ses priorités. Le représentant du chef du village et les maires de Calaban se sont tous réjouis de la mise à leur disposition d'une telle infrastructure. Un service qui, pour répondre efficacement à leurs besoins de sécurisation, devrait non seulement tisser les partenariats avec les autres services de sécurité, mais aussi collaborer avec les populations de façon générale. 2 recommandations spéciales du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile au cours de cette cérémonie.
Et le ministre délégué de l'Action humanitaire s'est rendu dans le village de Maribougou, dans le cercle du Djéni, pour apporter le soutien des autorités aux populations après la levée du blocus des terroristes. Reportage Omar Maïga et Souleymane Tebsogui. C'est dans une liesse populaire que le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des déplacés et des réfugiés et les membres de sa délégation ont été accueillis dans le village de Maribougou, dans le cercle de Djéni, commune de Fémaï. Après les opérations de sécurisation et de libération de certaines localités soumises à un blocus total ou partiel des terroristes. Nous sommes très fiers, nous sommes comblés de voir que depuis des mois, qu'il n'était pas possible de venir à Maribougou, qu'aujourd'hui je me retrouve avec toute la quintessence de la République, de la 5e région, nous sommes vraiment heureux et comblés. Ainsi, pour transmettre le message de solidarité et de soutien des autorités de la transition et recenser les besoins humanitaires des populations, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, Oumarou Diarra, a procédé à la remise symbolique d'une importante quantité de vivres et de non-vivres aux populations martyres de Maribougou. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a engagé le ministre de l'Action humanitaire pour venir transmettre ses salutations les plus sincères à la population de Maribougou, mais également d'évaluer les besoins humanitaires, voir ce qui peut être fait en appui à cette population qui mérite beaucoup plus de considération et de respect des plus hautes autorités. Également m'incliner sur la mémoire de ces nombreuses victimes militaires et civiles tombées pour la défense de la patrie, que le pays ne les oubliera jamais. Aujourd'hui, ce qui est mémorable, c'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître les efforts de ces autorités qui, à partir de Bamako, n'ont dormi une seule nuit sans penser à cette question cruciale qui était Maribougou. Aujourd'hui que le verrou a été sauté, grâce à l'implication capacitaire des femmes sur le terrain, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette marque de solidarité dénote de l'engagement et la disponibilité de l'ensemble des autorités de la transition à poursuivre sans relâche les actions de reconstruction d'un Mali nouveau. À présent, nous vous amenons au cœur du théâtre centre de l'opération Maliko, secteur 4, dans la 6e région militaire, cercle de Sévaré, région de Mopti. Dans le cas militaire, ils sont plus d'une centaine de militaires en formation et entraînement pour faire face aux défis sécuritaires dans la zone. Là-bas, nos envoyés spéciaux ont pu se rendre sur les lieux de la préparation opérationnelle et vous verrez dans ce reportage comment se passe cette étape clé dans l'engagement d'une troupe sur le théâtre des opérations. Ousmane Diakité et Alou Bekoli. Ici, une centaine d'éléments des forces armées maliennes se préparent activement avant le déploiement sur le terrain. On appelle cela dans le jargon militaire la préparation opérationnelle avant le déploiement. D'abord, l'objectif est de relever ceux déjà déployés depuis 6 mois au poste de Bouni et ensuite aller nettoyer de façon méthodique les derniers retranchements des forces terroristes au centre du pays. La préparation opérationnelle avant le déploiement d'une unité est une étape essentielle, extrêmement importante, parce que cette étape, ça permet, de rassembler les éléments, de les faire travailler ensemble pour renforcer la cohésion au sein de la troupe d'abord. Ça permet aussi, dans un deuxième temps, de développer, ou du moins de rappeler aux soldats et de développer des capacités individuelles. Et surtout, ce qui est encore plus important, c'est le développement des capacités collectives. Donc, pendant 3 semaines à 4 semaines, les éléments sont ensemble, ils se font rappeler des connaissances élémentaires en matière de combat. Et au cours de cette séance aussi, ces militaires que vous voyez, il y a une moyenne, chacun d'entre eux a déjà fait au minimum 3 engagements. Donc, ils ont connu des embuscades, et ils ont connu des attaques complexes, dirigées contre leur emprise. Donc, pendant cette période, voilà, ces expériences-là sont mises ensemble. Équipés du matériel de dernière génération, ces soldats maliens promettent de reprendre entièrement du terrain aux présumés terroristes dans le secteur 4 de l'opération Maliko.
Ma mission dans ces déploiements est d'assurer la police judiciaire. Il s'agit en cas d'interpellation d'un suspect de procéder aux enquêtes préliminaires avant son transfert aux unités compétentes. Nous apprenons la tactique pour aller neutraliser l'ennemi sur le terrain. Nous sommes fin prêts pour cela. Au sol, ces éléments du colonel Karim Traoré, commandant de la 6e région militaire, se lancent en effet dans une vaste offensive contre les groupes armés terroristes. À l'issue de cette préparation opérationnelle, il y a une mission de contrôle de l'armée de terre qui vient pour voir si les normes sont respectées, si l'effectif est respecté, si le niveau de commandement y est. Ensuite, il y a une équipe de l'état-major général qui vient pour la certification de l'unité. Sans cette certification, l'unité n'est pas engagée. Et c'est donc un message fort qu'a voulu passer la hiérarchie militaire. Elle montre qu'elle ne reculera devant rien pour sauver les Maliens de la barbarie des terroristes. Pour cela, nos braves soldats sont véritablement engagés et motivés pour nettoyer toutes les zones où ces hommes sans foi ni loi ont pris position. Le chef d'état-major général des armées est à Bougouni dans le cadre de sa visite de commandement. Il a eu une séance de travail avec le gouverneur de la région de Bougouni et les autorités en charge de la sécurité. Les échanges ont porté sur l'opération Soutoura qui opère sur le long de la frontière Mali-Côte d'Ivoire et l'opération Keletigi. Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, était en visite de commandement dans la région de Bougouni. Objectif, évaluer le dispositif de l'opération Soutra, cette opération qui a permis de sécuriser les populations et leurs biens, la réouverture de toutes les écoles fermées dans certaines localités. Le déploiement du GTIA de la garde nationale est passé ici et à partir de là, ils ont commencé à opérer pour aller dans la zone de Sikasso. Et pratiquement toute cette région faisait partie de la première phase de cette opération. Donc cette évaluation a porté sur quoi? Il s'agit de sécuriser les populations, les rassurer et puis aussi rassurer l'administration et s'assurer comme quoi la dynamique offensive que nous sommes en train de faire a pu avoir des effets. Il s'agit de renforcer la libre circulation des personnes et des biens et puis assurer à la population la fréquentation des foires et éventuellement l'ouverture de toutes les écoles qui ont fermé, comme on l'a vu particulièrement au niveau de Dendresso. Ici aussi, il s'agit de lutter contre le banditisme. Le grand banditisme, il y a seulement une semaine, il y a les forces qui sont intervenues dans la région pour aller rechercher et retrouver des animaux qui ont été enlevés par des bandits. Donc tout ce qui peut contribuer au niveau du retour de la sécurité et de la stabilité au profit des populations reste encore vraiment l'effet majeur de ce que nous sommes en train de faire. Au cours de cette visite, le chef d'état-major général des armées a eu un entretien avec le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Keba Sangaré, sur la situation sécuritaire de la région. La situation sécuritaire de Bougouni est une situation dans l'ensemble calme. Donc les opérations qui se sont passées avec les forces armées de sécurité ont permis d'assurer davantage la population. Nous demandons à la population de garder le calme, de ne pas tomber dans la provocation et surtout de faire remonter à qui de droit toutes les informations afin que notre grande armée puisse jouer son rôle. Cette visite du chef d'état-major général des armées a rassuré les populations des localités visitées et a lancé un appel aux populations de collaborer avec nos forces armées et de sécurité et signaler des cas suspects. Engager les cadres du ministère dans un processus de développement personnel en vue d'atteindre les objectifs du département. C'est l'objectif de cette rencontre initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et la construction citoyenne à Ségou. Cet atelier regroupe l'ensemble des membres du département et leurs partenaires. Reportage Fousseni Samaki. Cette rencontre de team building qui signifie construire une équipe regroupe les membres du cabinet, du secrétariat général, des services centraux et des organismes personnalisés du ministère de la Jeunesse et des Sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Elle vise à échanger sur le renforcement de l'esprit d'équipe au niveau du département. Le présent atelier de team building a pour objectif fondamental d'engager les cadres du ministère que nous sommes dans un processus de développement personnel
en vue d'une plus grande efficacité dans notre travail et nos relations interpersonnelles afin que nous puissions atteindre les résultats escomptés du département et hisser celui-ci au rang des meilleurs en termes de performance. La rencontre délocalisée à Ségou permettra, durant 4 jours, de briser la glace entre les différents cadres du département en vue de planifier les activités pour l'exercice 2022. Je voudrais vous inviter avec insistance à contribuer fortement à faire monter en altitude le Mali, notre patrie, et à en faire un pays qui compte dans le concert des nations. Outre les cadres du ministère, prennent part à cette rencontre les autorités régionales, des spécialistes des team building et des responsables du Centre national de promotion du volontariat. Rencontre à Baraouli des acteurs de la filière pour guerre. Cette rencontre vise entre autres à partager avec les producteurs les opportunités que la filière peut apporter à notre pays en matière de biocarburants. Reportage Candécila. L'énergie verte constitue une opportunité certaine pour le Mali. C'est pourquoi l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, en partenariat avec les fêtières du secteur, mobilise les producteurs de Baraouli autour de la filière pour guerre avec comme objectif majeur de partager les opportunités de la filière, mais aussi recenser les contraintes afin de minimiser la dépendance de notre pays des énergies fossiles importées. Notre pays, le Mali, regorge d'énormes ressources en matière de bioénergie, notamment le pourgueur, le bioéthanol, le biogaz, les résidus agricoles, etc. Et nous devons saisir cette opportunité que nous offre cette situation qu'on nous a imposée pour montrer vos talents, pour montrer tout ce que vous pouvez faire en matière de développement des biocarburants. Pour l'année 2022, la COPAPEM va œuvrer dans le sens du renforcement de nos liens de partenariat avec l'ANADEB afin que la bioénergie puisse s'intégrer considérablement dans la consommation énergétique de nos mélanges en milieu rural. Au niveau du cercle de Baraouli, les producteurs sont à pied d'œuvre pour mieux dynamiser la filière pour guerre. Nous sommes ici sur les parcelles des femmes. Notre coopérative regroupe plus de 300 membres et nous produisons 2 millions de plants. Déjà, la pratique de bioénergie a fait des émules au niveau des initiatives privées. En témoigne cette unité de biogaz visitée au domicile de la chefferie traditionnelle de Baraouli. Voilà, pour guerre ou Jatropha est une ressource énergétique. À Kita, les administrateurs de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal tiennent la 11e session du conseil d'administration courant 2022. Le budget de l'agence se chiffre à plus de 6 milliards de francs CFA. Mahamadi Alioubari. Les administrateurs de l'Agence du développement rural de la vallée du fleuve Sénégal ADRS tiennent leur 11e session dans une atmosphère conviviale marquée par des résultats encourageants dans divers domaines, notamment celui des infrastructures hydro-agricoles. L'agence a aménagé 450 hectares de périmètre irrigué en maîtrise totale et 500 hectares de bas-fonds dans les cercles de Bafoulabin et Kita. Dans le cadre de l'amélioration de la production et de la productivité agricole, plus de 12 000 tonnes de céréales ont été produites. Concernant la production halieutique, plus de 10 tonnes de poissons sont produits dans les étangs et au niveau des cages flottantes. Sur la table de cette 11e session du conseil d'administration, les délégués passent en revue le procès verbal de la session précédente, le point d'exécution des recommandations ainsi que le rapport annuel de performance 2021 et les perspectives pour 2022. Il y a eu la réhabilitation des infrastructures pour 332 hectares. Il y a lieu aussi de faire la maintenance et l'entretien de 25 000 mètres linéaires de canaux d'irrigation et de drains. Alors donc il s'agit aussi de finaliser les travaux d'aménagement de berges. Alors, donc, tous ces aménagements vont contribuer effectivement à une production additionnelle, tant production céréalière que maraîchère. Le budget de l'ADRS pour 2022 se chiffre à plus de 6 milliards 315 millions contre 6 milliards 351 millions en 2021, soit une augmentation de moins 1%. Par rapport à la campagne agricole 2021, s'est déroulé dans des conditions socio-économiques et agroclimatiques marquées par une pluviométrie moyenne dans l'ensemble de la zone d'intervention,
les effets néfastes du changement climatique. Dans la région de Kita et de Kaye, l'ADRS contribue à la production agricole, la protection de l'environnement, bref, l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Le Fonds climat existe au Mali depuis 2014 et l'accès au financement n'est pas facile. Une rencontre de plaidoyer s'est tenue auprès des partenaires techniques et financiers pour l'augmentation des enveloppes et comment accéder au fonds. Andrissa Koné nous en dit plus. Le changement climatique est une préoccupation majeure à l'échelle mondiale. Le Mali, pays sahélien, est frappé de plein fouet par les conséquences du réchauffement climatique. Pour atténuer ses effets sur les communautés vulnérables, le Fonds Climat Mali a été mis en place et est fonctionnel depuis 2014. Chaque année, les deux partenaires clés du fonds, qui sont les royaumes de Suède et de Norvège, notifient leur montant. La rencontre d'échange est tenue dans ce cadre et faire un plaidoyer pour un renforcement de la coordination des actions en faveur de l'eau et du climat. Ce que nous observons, c'est qu'aujourd'hui, certes, nous avons des financements avec deux partenaires quand même connus, la Suède et la Norvège, mais nous pensons qu'il faille mettre à l'échelle ces interventions-là en amenant un certain nombre de grands bailleurs de fonds pour permettre au Fonds climat vraiment d'être plus efficace encore à l'intérieur du pays et atteindre effectivement les cibles concernées que nous voulions. Le changement climatique joue en premier lieu sur les ressources en eau. Donc, il faut que les ressources en eau soient abordées dans une dynamique de gestion intégrée. Mais quand on parle aussi de changement climatique, on passe aussi aux effets de tout ce qui est utilisation de fuel, de gasoil et tout ça pour la production de l'énergie. Et donc lorsqu'on parle de changement climatique, on parle aussi de cette dynamique-là, n'est-ce pas, d'utilisation des énergies renouvelables et qui contribue dans une certaine mesure aussi à la transformation du mix énergétique du pays. Et donc c'est pour ça que le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Eau en charge de l'eau et de l'énergie se trouvent aujourd'hui regroupés dans le cadre, n'est-ce pas, de ces cadres d'échange sur le fonds climat dans la dynamique de gestion efficace des changements climatiques dans notre pays. Quelle opportunité d'accès au financement du Fonds Climat Mali? Le sujet a été largement débattu par les participants. Les critères d'accès aux 10 fonds, les domaines d'investissement, bref, tout a été passé au peigne fin par deux éminentes exposantes. Toutes choses qui ont mis en confiance les représentants des partenaires techniques et financiers. Et toutes nos excuses pour ce petit problème technique. À présent, le point Covid dans notre pays. Les services de santé ont enregistré 6 cas positifs sur 945 tests réalisés, 40 patients guéris et un décès, et 2103 patients sont sous traitement. Alerta Bozola, Covid-19, c'est le titre d'un film projeté hier soir au cinéma Babemba, une œuvre du cinéaste Souleymane Sidibé. Cissé, il trace sa propre expérience vécue dans 3 continents sur la question de cette pandémie financée par l'Union européenne et l'UNICEF. L'auteur entend informer, sensibiliser les Maliens sur les dangers liés à cette maladie. Les temps forts avec Alpha Maïga. Alerta Bozola, c'est le Covid-19. Souleymane Cissé traite dans ce film sa propre expérience vécue dans 3 continents différents dont les ravages sont connus. Il braque donc sa caméra dans un petit marché de Bozola. C'est au pays qui n'est pas confiné comme l'étaient la France et les États-Unis qu'il venait de quitter. 3 continents qui presque n'ont rien de commun. 3 continents où 2 continents sont confinés complètement. Et le 3e, on ne voit pas. On ne croit pas à cette maladie. Le film invite donc les Maliens à croire à la réalité de cette pandémie et à se protéger afin de protéger leurs proches. Monsieur Souleymane Cissé sonne le gong pour l'alerte, le gong pour attirer l'attention de ceux-là qui ne semblent pas avoir pris suffisamment la mesure de la gravité de la pandémie. Car nous le remarquons tous, quand on va en certains endroits du pays, quand on va dans certains coins de la ville de Bamako, l'impression est celle d'une indifférence face à la gravité qui nous menace.
Au-delà des mesures de prévention, il y a la vaccination et donc on s'est posé beaucoup de questions, mais c'est le moyen d'enrayer la maladie et d'atteindre l'immunité collective. Le réalisateur de Fien fait une bifurcation avec cette nouvelle œuvre pour mettre sur le tapis les problèmes récurrents du 7e art aggravés avec le coronavirus. Souleymane Cissé est un grand cinéaste. Par ce film, il sensibilise. Et donc pour nous, l'important, c'est d'aider les Maliens à sensibiliser, à être actifs dans la culture et dans d'autres domaines. Ici, au Babemba, 37 minutes de projection. Souleymane Cissé invite les Maliens à la prudence. La 17e édition de Mali Festi Reggae 2022 a été officiellement lancée hier. L'édition 2022 se tiendra du 24 au 26 février au Musée national. Le thème retenu cette année est l'unité nationale, enjeux et perspectives. Un reportage de Ibrahim Kaoukonaté et Gaussou Achtouri. Pour la 17e fois consécutive, Bamako vibrera au rythme du reggae. Mali Festi Reggae est une rencontre des Rastas du monde. Le concept est créé par la reine du reggae malien. La culture Rastafari. Bon, qui dit culture Rastafari dit forcément la culture africaine. Donc notre combat, c'est pour faire la promotion de l'africanité, je vais dire. Parce qu'à travers déjà même l'accoutrement des Rastas, on sent vraiment qu'on est fier d'être africain, on est fier d'être noir, on est fier de notre culture. L'unité sacrée autour de nos valeurs sociétales est le thème de l'édition 2022. Il sera abordé au cours des conférences, débats et colloques qui seront organisés tout au long de ce festival. Ce beau pays qui est le Mali, cette terre bénie qui est le Mali, on a besoin que tous les enfants du Mali s'unissent, qu'on se donne la main, qu'on soit une seule personne pour dire oui à ça ou pour dire non à ça. Présentement, le pays a vraiment besoin de l'unité, que chacun laisse les problèmes d'ego et qu'on se donne la main pour pouvoir travailler ensemble. L'une des particularités cette année est la participation massive des artistes nationaux et internationaux, notamment du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry. Aussi, un match de football sera organisé entre les femmes Rasta et les femmes de l'ORTM. Mali Festi Reggae, c'est du 24 au 26 février au Musée national. Et vivement ce match. Retrouvez désormais dans vos kiosques deux nouvelles parutions. Il s'agit de Effondrement de l'armée malienne en 2012, approche historique des causes, une œuvre de Begele Sioro, général de l'armée et ingénieur de formation. Quant à la seconde, elle s'intitule Au-delà du Woyo-Wayanko, un ouvrage écrit par Modibo Diabaté. Il vise à mettre en lumière l'histoire du Mandé, de livres à lire absolument. Une nation qui lit est une nation qui gagne, une pensée de Nelson Mandela. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu et bonne fin de soirée à tous.